Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être encore là, aussi nombreux. On est vraiment navrés pour ce tout petit temps de retard. Voilà, les aléas du direct, comme on dit. Mais voilà, on est donc ravis de vous accueillir. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça va? C'est bon? On va dire que oui, si personne ne réagit. Euh, Parfait, super. Merci beaucoup. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle séance des rendez-vous du travail social. Donc, je suis pour Julie Ranou, je suis la directrice du centre de recherche d'Ascoria, le CERESO, donc un centre de recherche en sciences sociales. On vous accueille donc aujourd'hui pour cette nouvelle séance des rendez-vous du travail social. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ces rendez-vous du travail social sont des webinaires qui sont... Merci pour toutes vos réponses, je vois dans la conversation. Donc, ce que je disais, c'est que pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ces webinaires des rendez-vous du travail social sont organisés par le Conseil régional du travail social de Bretagne, le CRTS Bretagne, en partenariat avec deux établissements de formation, donc Ascoria, où j'exerce, et l'ITES à Brest, ainsi que le CREAI. On avait donc pour celles et ceux qui étaient présents, une séance le 17 octobre dernier, où nous avions travaillé sur les rapports au territoire vécu de l'intervention sociale. Et donc, on démarre aujourd'hui cette séance avec un focus sur le médico-social, avec la présentation, donc avec un format un petit peu différent de la fois précédente, puisque donc on est sur la présentation d'un ouvrage collectif, Interroger le médico-social, le regard des sciences sociales. Et pour cela, on est ravis d'accueillir deux des contributrices de cet ouvrage, Noémie Rapegno et Annie Dussuet. Donc on vous remercie vraiment beaucoup toutes les deux d'avoir accepté notre invitation à partager vos travaux. Peut-être pour resituer, avant de vous laisser la parole, mais vraiment, je ne vais pas être trop longue parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard. Donc, Noémie, tu es géographe, enseignante-chercheuse à l'École des hautes études en santé publique, membre du laboratoire AREN. Pour situer un petit peu tes travaux de manière un peu plus générale, tu fais des questions de handicap notamment, avec des travaux qui portent à la fois sur la construction des politiques médico-sociales et puis la façon dont elles se traduit sur les parcours, sur aussi les modes d'habiter de ces personnes, avec, voilà, en interrogeant un certain nombre de dispositifs, notamment comme les habitats dits inclusifs ou encore les établissements hors les murs. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis donc une deuxième intervenante, Annie Dussuet. Donc Annie, tu es sociologue, maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches à l'Université de Nantes, membre donc du Centre nantais de sociologie, le CENS. Et donc, les travaux que tu vas notamment présenter aujourd'hui s'intéressent aux transformations du travail et de l'emploi dans les métiers de service, notamment dans le travail à domicile auprès des personnes âgées, avec une attention toute spéciale aux rapports sociaux de sexe qui structurent ces emplois très féminisés. Donc, vraiment, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté ce temps d'échange et de présentation. Juste un petit mot pour vous dire un petit peu comment ça va se dérouler. On a prévu donc un premier temps d'introduction que tu assureras, Noémie, puisque tu as aussi co-dirigé l'ensemble de cet ouvrage collectif. Donc, ce sera l'occasion peut-être de nous présenter à la fois la démarche, l'ambition de cet ouvrage, voilà en quoi ça vous semblait important aussi de vous de vous centrer ou de produire un ouvrage comme ça de synthèse sur le médico-social, ce qui est en fait pas si fréquent que ça. Et une fois qu'on aura eu un petit regard d'ensemble sur cet ouvrage, évidemment, on n'aura pas la possibilité aujourd'hui de brosser tous les chapitres, mais donc on vous propose un focus sur le chapitre qu'Annie Dussuet a co-rédigé avec trois autres contributeurs qui ne pouvaient pas être là, mais Annie est leur porte-parole aujourd'hui, et qui donc porte plus précisément sur les conditions de travail des professions dans le médico-social, avec donc cette interrogation vers la fin du CARE, donc qui s'intéresse à ces salariés qui interviennent auprès des personnes âgées, en établissement, mais aussi à domicile. Donc, sans trop de transition, je vous propose juste une petite précision. Donc, on va avoir ces deux interventions successives
à la fin de chaque intervention, on pourra prendre un petit temps de questions-réponses. Les questions-réponses, elles se font par la petite icône questions-réponses que vous voyez normalement en haut de votre écran, Q&R. Donc, vous pouvez poser vos questions par écrit et donc je me ferai la médiatrice de vos questions. Je les repartagerai à l'oral pour les contributrices et pour qu'on puisse y répondre. Donc, il n'y a pas de prise de parole à l'oral. Voilà, mais sinon, tout devrait se dérouler de manière plus ou moins fluide. Alors, je vous propose peut-être qu'on commence directement, si Noémie, c'est bon pour toi. Je vais partager mon écran. Bon, pour tout le monde, vous voyez bien mon écran? On voit bien l'écran, donc tu peux démarrer. Ok, d'accord. Donc, moi, je vais faire une présentation assez synthétique de l'ouvrage, puisque j'ai contribué à coordonner cet ouvrage. Donc, c'est un ouvrage où il y a beaucoup de coordinateurs, puisqu'on est 6 coordinateurs, donc ce qui est pas fréquent. Et donc, en plus des 6 coordinateurs, on s'est appuyé sur un réseau de chercheurs et d'acteurs. Donc, des chercheurs issus du monde académique et des acteurs donc issus du terrain. Et cet ouvrage, c'est vraiment une construction collective. Donc, parmi les coordinateurs, donc, il y a Nicolas Henquez du CERMES 3, Myriam Winans, qui est aussi du CERMES 3, qui sont tous les deux sociologues, Alice Sopadian, qui est politiste, qui est dans le même laboratoire que moi à Rennes, Cyril Desjeux, qui est directeur de la recherche dans une association Andéo, Louis Bertrand, qui était au CERMES 3, et moi-même. Et donc, Louis Bertrand et Cyril sont sociologues, moi je suis géographe, et Alice est politiste. Peut-être pour préciser aussi, donc cet ouvrage, il est disponible en format papier, mais il est aussi disponible en ligne sur Cairn, si jamais vous y avez accès. Je voulais revenir sur la genèse de l'ouvrage parce que c'est un ouvrage en fait qu'on a mis longtemps à construire en fait. Et donc tout vient de l'idée de créer un réseau de recherche. Et donc on a d'abord voulu créer un réseau de recherche autour des organisations et des pratiques du médico-social. Cette recherche, il se voulait transversale, donc aux catégories, aux acteurs, aux disciplines et à l'Europe. Donc, l'idée, c'était de brasser toutes les catégories du médico-social, d'étudier, de parler en tout cas de différents acteurs et puis surtout d'être un réseau interdisciplinaire. Et puis, il y avait une ambition initiale, donc de ne pas rester que sur le cas français. Et donc, pour ça, on a répondu à un appel à projet de l'IRESP, l'Institut de recherche en santé publique, en 2018. Donc, vous voyez, ça a été quand même une construction sur le long terme. Et donc, cette idée de réseau, elle est vraiment née du sentiment qu'on parlait tous un objet commun, donc le médico-social, mais à partir de problématiques différentes, puisque donc moi je suis spécialiste du handicap, d'autres travaillaient plus sur le vieillissement, d'autres plus sur la santé mentale ou la maladie mentale. On n'était pas donc on vient pas tous des mêmes disciplines, et pourtant voilà, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose à creuser sur ce qu'on appelle le médico-social. Et donc, on voulait problématiser cet objet et essayer de développer la recherche sur cet objet ou ce champ particulier, ce qui est en fait ce qui n'est pas développé en France. En France, les chercheurs travaillent beaucoup par public, donc comme je vous disais, handicap, personnes âgées, santé mentale, par catégorie de population, mais il y a peu de chercheurs qui s'intéressent au médico-social dans sa globalité. Et donc là, l'idée, c'était de dialoguer à partir de nos recherches respectives, mais de monter un peu en généralité pour essayer de questionner ce qu'est le médico-social. Donc ce réseau, on est 3 équipes à l'avoir initié, donc des chercheurs du CERMES 3, vous voyez qu'ils ne sont pas tous collaborateurs, coordinateurs, des chercheurs d'AREN, et puis Cyril Desjeux d'Andéo. Donc Andéo, c'est un groupe de l'économie sociale et solidaire
qui est dirigé par et pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est une association 1901 qui a été créée en 2017. Et ce qui est intéressant, c'est que Cyril, du coup, il avait une position très intéressante parce qu'il est lui-même sociologue, mais il a permis de faire le lien entre chercheurs et professionnels de terrain, puisqu'il a vraiment un pied dans le terrain, et puis aussi entre questions académiques et questions pratiques. Donc, il a vraiment eu un rôle clé dans cet ouvrage. Donc les objectifs de ce réseau initialement, c'était d'abord vraiment de développer. Donc, comme je vous ai dit, l'objectif, c'était vraiment de constituer un réseau. Donc, on avait en ligne de mire la publication d'un ouvrage, mais c'était assez flou. On ne savait pas nécessairement quelle forme il devait prendre, mais on voulait laisser une trace de nos réflexions. Mais la forme, elle s'est clarifiée au fur et à mesure. Et donc, notre objectif premier, c'était vraiment de développer une recherche transversale, donc aux catégories de population, aux disciplines, aux contextes nationaux et aux acteurs. Et surtout, on voulait que ce réseau il soit tourné vers la société civile, donc que ce ne soit pas que des chercheurs qui s'adressent à des chercheurs et qui parlent entre chercheurs. Et donc, on voulait vraiment qu'il soit tourné vers des décideurs institutionnels, des professionnels, des associations d'usagers, des personnes concernées, et qu'on puisse tous dialoguer. Et puis on avait un travail, on avait un intérêt pour le travail, ou on appelle les pratiques d'accompagnement et son organisation. Et donc on a travaillé sur 3 axes de recherche. On a cherché à caractériser les pratiques qui associent dimension médicale et sociale. On a cherché aussi à analyser les types d'organisation de ce travail et leurs évolutions, et puis à comprendre les évolutions de l'État-providence. Donc concrètement, comment on s'est organisé pour ce premier temps d'échange? On a créé on a organisé un séminaire régulier à l'École des hautes études en sciences sociales. Donc ce séminaire, il a duré 3 ans, et on l'a progressivement structuré autour de différentes entrées thématiques. Donc les transformations organisationnelles et institutionnelles, donc notamment avec un contexte de transformation de l'offre médico-sociale, les conditions de travail et les transformations des professionnalités, l'accès aux droits, donc plus axé sur l'accès aux droits des personnes concernées, sur le care, formel et informel, et les formes des savoirs et savoir-faire. Et puis, une autre partie plus sur les aspects de quantification et d'évaluation qui sont très impactants aujourd'hui sur le secteur médico-social. Durant ces séminaires, on a à la fois invité des chercheurs et des professionnels plus de terrain pour faire vivre ce dialogue, puisque c'était vraiment un souhait de notre part. Donc à chaque fois, donc il y avait une intervention de chercheurs et de professionnels de terrain, souvent invités par les chercheurs. Mais on s'est heurté à une difficulté, c'est que ces professionnels de terrain, finalement, ils jouaient le jeu en intervenant, mais ils revenaient pas, on n'arrivait pas à les fidéliser. Ils assistaient pas régulièrement à ce séminaire. Il y a quelques personnes concernées qui assistaient régulièrement à ce séminaire, mais ça restait globalement un séminaire de recherche. Et on a organisé aussi 5 journées d'études. Donc une journée pour penser sur la notion de social care, pour penser le médico-social. Une journée donc en 2020 sur les organisations du welfare à l'ère du Covid-19. Donc cette journée-là, elle avait lieu en visio. Une journée donc plutôt sur enquêter dans les institutions et services du médico-social. Et puis donc dans ces journées, c'est pareil, il y avait quand même essentiellement des chercheurs. Et donc on a organisé une autre journée en collaboration avec l'IRTS de Montrouge. Et donc là, il y avait des professionnels de terrain, des travailleurs sociaux, des étudiants. Donc sur les savoirs d'expérience et sur les expériences de savoir dans le secteur médico-social. Et on a organisé donc là, peu à peu, on a pu affiner notre projet d'ouvrage.
Et donc, en 2023, on a organisé une journée avec les contributeurs de l'ouvrage pour donc rédiger un ouvrage de référence sur le médico-social pour finaliser notre réflexion, pour échanger autour de nos chapitres. Et là, pour le coup, tous les contributeurs, ou quasiment tous les contributeurs étaient présents, que ce soit des chercheurs académiques ou des personnes plutôt plus issues du terrain. Et donc, comme je vous disais, on a eu du mal quand même dans ces séminaires à impliquer les acteurs du médico-social dans le réseau. Et donc, on a vraiment une réflexion importante sur la place à leur donner, notamment dans l'ouvrage. Et on a cherché à éviter deux écueils. On ne voulait pas leur donner une place de témoin et on ne voulait pas non plus leur donner une place de discutant des textes académiques. Et progressivement, du coup, cette place des acteurs du médico-social, elle s'est construite progressivement. Et donc, en fait, ils ont rédigé des chapitres de mise en perspective. Donc, on a appelé chapitres en réaction. Et ces chapitres, ils sont vraiment, dans ces chapitres, ils mobilisent leur expérience, leur expertise, et ils parlent du coup de leur position. Donc, c'est des chapitres qui sont situés. Et donc, donc là, je vous ai plus parlé de la genèse de l'ouvrage. Là, je voudrais, dans le temps qu'il me reste, je voulais vous parler plus particulièrement de l'ouvrage, parce que j'imagine qu'il y en a donc, qui le découvrent. Et donc, je voulais revenir sur les partis pris et les spécificités. Donc, d'abord, on voulait faire un manuel spécifique au médico-social, donc qui ne concerne que le médico-social. Et on voulait faire aussi un manuel de sciences sociales qui permettent aux lecteurs de problématiser le médico-social. Donc, il y avait déjà des manuels qui portaient donc déjà pas que sur le médico-social, mais sur le social et sur le médico-social. Donc, je pense aux ouvrages dans la même collection, donc dans la collection Duno, par exemple, de Jean-François Bauduré ou de Marcel Gégère. Mais donc, ces ouvrages, c'est des ouvrages assez généralistes, rédigés par un ou deux auteurs, donc qui croisaient peu les points de vue, et puis qui étaient c'est une source d'information, donc c'est vraiment des ouvrages sur lesquels on s'est appuyé, mais qui avaient une ambition plus pas vraiment de problématisation, mais plutôt didactique, ce qui est important. Mais là nous, l'idée, c'était de problématiser le médico-social en prenant certaines entrées spécifiques. Et donc, l'idée, c'était de cibler à la fois le monde académique, des professionnels et puis des usagers et des personnes concernées. Donc, comme je vous dis, on a vraiment une démarche collective et on a cherché à croiser les regards. Donc, en croiser les regards interdisciplinaires, alors je vais peut-être oublier des disciplines, mais donc il y a des sociologues qui ont participé à l'ouvrage, des politistes, des chercheurs en sciences de gestion. Moi-même, je suis géographe. Donc on a vraiment cherché à croiser les savoirs disciplinaires. Et puis, on a une forte attention à l'écriture pour que cet ouvrage, il soit lisible par tous. Donc, on a eu un gros travail d'aller-retour avec les différents auteurs. Donc, c'était bien d'être nombreux là pour la coordination, pour ce travail, parce que ça a été assez intense. Et puis, dans cet ouvrage, on a finalement choisi de se centrer plutôt sur le contexte français, parce qu'il y avait déjà beaucoup à dire. Donc, on a un peu rabaissé nos ambitions, on va dire, sur le contexte international. Mais il y a quand même 3 chapitres qui apportent un éclairage supranational. Donc, le chapitre de Claude Martin sur le social care, un chapitre d'Iris Lofeyer, de Stella Stravou et Célia Poulet sur les régulations professionnelles du travail en EHPAD, et puis un chapitre de Benoît Hérault sur les influences du mouvement transnational pour les droits humains dans le médico-social. Et donc, ce qu'on
la façon dont on a introduit l'ouvrage, c'est que le médico-social, quand on parle du médico-social, c'est une forme d'évidence. Donc en disant ça relève du médico-social, ça relève du secteur médico-social. C'est une forme d'évidence, mais finalement qui est peu interrogée. Et donc nous on a défini dans notre introduction, donc on l'a défini comme une série d'espaces ouverts dans l'état social au sein desquels un double regard est porté sur les problèmes qu'il s'agit de résoudre, donc à la fois médical et social. Et il nous a semblé que la particularité du médico-social, c'était d'avoir ce double regard donc médical et social. Donc on a voulu traiter dans cet ouvrage donc un ensemble de sites et de lieux. Donc on s'est intéressé à différents sites et lieux, que ce soit des établissements, des services. On s'est aussi intéressé à une diversité de populations. Que ce soit le champ du handicap, le champ du vieillissement, donc des personnes âgées, des personnes handicapées, plus le handicap psychique, la santé mentale, la maladie mentale. Et puis du coup, dans cet ouvrage, il y a une attention à la porosité des catégories et des problèmes. Et donc, on a vraiment l'idée, c'était d'articuler un double regard médical et social. Et donc, dans cet ouvrage, on a fait des choix. C'est des choix qu'on a fait du fait de nos spécialités à nous-mêmes, de nos domaines d'intérêt, et puis du coup des chercheurs qu'on connaissait du fait de nos recherches. Et donc, on s'est centré donc, sur le médico-social. On aurait pu s'intéresser plus à des questions de précarité qui relèvent du social, mais parfois aussi du médico-social. Et là, on s'est vraiment centré sur 3 grands types de populations, comme je vous le disais tout à l'heure, donc le handicap, le vieillissement et la santé mentale, la maladie mentale. Mais on n'a pas exploré les frontières du médico-social. Donc ça, c'était un choix parce que, comme vous allez voir, l'ouvrage, il est... pardon. Mais l'ouvrage est déjà très dense. Donc voilà, on a dû s'arrêter. Et donc, ce qui nous a intéressé, c'est vraiment la réalité empirique qui fait le quotidien du médico-social. Et donc, on a cherché à aller au-delà des systèmes normatifs et puis à étudier, analyser, restituer les pratiques telles qu'elles sont effectivement accomplies. C'était vraiment ça qui nous intéressait. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un aperçu de la démarche de l'ouvrage et que je vous ai fait. Et donc, je vais finir par la structuration de l'ouvrage. Donc, j'imagine que c'est une présentation qui peut être un peu frustrante, mais j'espère qu'il vous donnera envie de lire l'ouvrage. Et puis, Annie présentera un chapitre de façon beaucoup plus approfondie. Mais donc, notre ouvrage, il se divise en 7 parties. Donc, avec une première partie qui cherche à situer le médico-social, une deuxième partie qui porte plus sur les institutions et les organisations, une troisième partie sur la planification et l'évaluation, une quatrième partie sur les professions et les professionnels. Donc, le chapitre d'Annie se situe dans cette quatrième partie. Une 5e partie sur le prendre soin. Et donc, une 6e partie qui s'intéresse plus à l'approche par les droits. Et puis, une dernière partie plus sur les savoirs d'expérience et les expériences des savoirs. Donc, en tout, il y a 22 chapitres, 14 chapitres académiques et 8 chapitres en réaction. Donc, globalement, dans l'économie de l'ouvrage, il y a souvent, dans chaque partie, il y a 2 chapitres académiques et un chapitre en réaction. Et donc, ça a réuni 33 auteurs, ce qui est énorme. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce petit ouvrage, c'est vraiment beaucoup, 33 auteurs. Et
et donc, l'idée, c'était vraiment de ne pas porter un regard exhaustif, mais d'avoir des entrées vraiment, vraiment spécifiques. Et donc, voilà, si vous voulez en savoir plus sur la globalité de l'ouvrage, je pourrais répondre à quelques questions, mais je vous invite aussi à consulter. J'espère que je vous ai donné envie de consulter cet ouvrage de façon plus approfondie. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup Noémie pour cet aperçu qui donne à voir un peu la globalité de l'ouvrage et puis aussi du coup votre démarche qui en effet on voit bien, je trouve, à la présentation, à la fois l'ampleur et puis le temps que ça a pris de construire une démarche d'ensemble sur le médico-social, qui est assez rare parce qu'effectivement, c'est un champ à la fois très technique. Je trouve que pour rebondir un peu sur les derniers éléments que tu présentais, vous avez voulu partir des pratiques, et je trouve que c'est aussi ça qui donne une grande originalité à cet ouvrage-là, c'est de dire effectivement, ne pas se laisser décourager peut-être par cet aspect très technique, d'un point de vue à la fois administratif, financier, du point de vue des réglementations. Non pas qu'il ne faille pas les prendre au sérieux, mais de manière à les saisir à partir de ce que ça produit dans le quotidien des professionnels. Donc c'est très précieux. Est-ce que certaines voudraient poser des questions par rapport à des aspects, voilà, pour savoir si certains des aspects sont traités dans l'ouvrage ou par rapport à cette démarche un petit peu générale. Donc, je le redis, il n'est pas possible de prendre la parole oralement, mais par contre, vous pouvez tout à fait écrire des questions dans l'espace questions-réponses que je relayerai pour que tout le monde puisse bien les entendre. Toujours la première question qui est difficile. Une fois qu'on s'est lancé. Donc, comme je vous ai dit, l'idée, c'était vraiment que cet ouvrage il soit accessible à un plus grand nombre possible. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi... l'idée, c'est on a à chaque fois une petite une bibliographie. Et puis des lectures indicatives pour aller plus loin sur les thématiques qui sont abordées. Donc, ça permet aussi, il y a pas mal de ressources pour le lecteur qui veut approfondir telle ou telle thématique, il y a des conseils bibliographiques complémentaires. Alors, je ne sais pas si c'est une demande d'intervention, Caroline Fouchard qui écrit dans la conversation, mais j'ai pas de... Je voudrais juste votre bonjour. Ah, voilà. Donc, Caroline Fouchard qui pose la question, quel profil de professionnel vous avez ciblé dans cet ouvrage? Ouais, alors, je vais répondre en 2 temps. Donc, il y a des professionnels. En fait, dans les séminaires, on a ciblé des professionnels. En fait, on ne ciblait pas vraiment les professionnels. On invitait des chercheurs et on proposait aux chercheurs d'inviter des personnes avec qui ils avaient collaboré, travaillé, qu'ils avaient rencontré sur le terrain. Donc, ça pouvait être vraiment différents types de professionnels. C'était l'intervenant de choisir. Donc, ça pouvait être des personnes concernées. Il y a eu une directrice de MDPH, il y avait des travailleurs sociaux. C'était vraiment assez large. Et ensuite, à partir de ces séminaires, parce que c'est quand même pas mal basé sur ces séminaires pour construire cet ouvrage, on a invité des professionnels qui nous avaient semblé avoir un regard intéressant. Et puis, on a aussi complété parce que sur certaines thématiques, on n'avait pas nécessairement eu d'intervention de professionnels. Mais du coup, ces professionnels, il y a vraiment une grande diversité. Par exemple, il y a une responsable de DAC, il y a le directeur général de l'association Andéo, il y a quelqu'un de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et puis, quand je dis professionnel, il y a aussi des réactions de personnes concernées, donc notamment la réaction d'Anis Chabert, qui est philosophe, mais elle-même concernée par le handicap. Et puis, il y a une réaction de
de Stéphane Lenoir, qui coordonne le collectif handicap, donc qui travaille dans le champ du handicap, mais qui est pas, qui, voilà, qui. Et puis, il y a aussi une réaction de Lara Herman, qui est elle-même mère d'une personne handicapée. Donc, vous voyez, ça brasse assez large. Et puis, donc ça, c'est pour les auteurs. Et puis, l'idée, c'est que cet ouvrage soit diffusé au plus grand nombre. Donc, on n'a pas visé de professionnels spécifiques, mais on a fait attention à l'accessibilité de l'ouvrage pour que le plus grand nombre puisse se l'approprier. Et sur les types de structures, en fait, on n'a pas visé de structure spécifique. Donc ça, c'est pareil, ça dépendait des contributeurs. Donc certains chapitres sont centrés uniquement sur les EHPAD. Certains chapitres évoquent les dispositifs de coordination. D'autres évoquent les établissements médico-sociaux dans leur ensemble, donc notamment sur ce qui concerne l'évaluation et la planification. Donc c'est assez large. D'autres concernent des services, donc c'est assez large. Et sur l'intérim, là c'est une question hyper précise. Donc quelle est l'importance de l'intérim dans le médico-social? Et cela ne pose-t-il pas des difficultés? Là, je ne pourrais pas vous faire de réponse du point de vue en tant que coordinatrice. Moi, c'est des questions que j'ai rencontrées sur le terrain, mais je n'ai pas étudié cette question de façon spécifique. Donc, je pourrais vous dire en fait je pense que ce que vous rencontrez sur le terrain, qu'en effet, il y a de plus en plus, il y a un recours de plus en plus important à l'intérim et que ça pose certaines difficultés. Mais je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Peut-être qu'Annie pourra répondre à cette question dans le cadre de sa présentation. Effectivement, non, peut-être pour rebondir, hein, Oui. c'est effectivement la question de l'intérim, c'est une question qui se pose de plus en plus dans des ensembles de structures sociales. Et effectivement, ça a été un petit peu étudié en protection de l'enfance, il me semble moins dans le secteur du médico-social en termes de travaux scientifiques, mais c'est une piste qui est tout à fait intéressante. Je lis une dernière question, mais peut-être qu'il faudrait avoir une petite précision à Madame Favreau à votre question qui pose la question s'il y a des professionnels de terrain comme des accompagnants éducatifs et sociaux qui ont été sollicités. Mais je me demande si en fait la question porte sur est-ce qu'ils ont été sollicités comme contributeurs à l'ouvrage ou est-ce que est-ce que vous voulez dire est-ce que les chapitres traitent du travail de ces professionnels? Je pense qu'il y a peut-être un peu une ambiguïté là-dessus. Je ne sais pas si vous pouvez préciser dans la. Parce qu'en fait, je peux répondre par la négative pour les deux. En fait, on n'a pas sollicité en tant que contributeur. Non, on n'a pas sollicité d'accompagnants éducatifs et sociaux en tant que contributeur. Parce que voilà, c'est pareil, les professionnels. On voulait associer des personnes concernées, des professionnels du médico-social. Les professionnels du médico-social, ça représente en fait une diversité de populations. Et donc voilà, on a dû faire des choix. Et on l'a fait aussi en fonction de nos terrains, de nos connaissances. Oui, je peux répondre à la. Pardon, j'avais pas mis mon micro, je crois. J'étais en train de lire la question. Mais effectivement, il y a une dernière question qui est toujours sur l'implication des acteurs de terrain. Comment vous avez pu progressivement les impliquer en parlant effectivement de cette perspective située qui était évoquée dans l'ouvrage? Donc en fait, ça dépend des acteurs de terrain. Donc certains des contributeurs, en fait, on avait une expérience de collaboration avec eux parce qu'on avait, en fait, on avait travaillé avec eux dans le cadre de certaines recherches. Donc on les connaissait déjà bien. La plupart, d'ailleurs, on les connaissait quand même bien. Donc, il y avait déjà une acculturation progressive et puis une relation de confiance, je pense, qui était aussi nécessaire parce que c'est pas facile, quoi. Ça peut être intimidant de contribuer à un tel ouvrage. Et donc, c'est souvent des gens quand même qui avaient l'habitude, qui avaient déjà un certain dialogue avec la recherche. Et puis, en fait, ces acteurs de terrain, ils se sont vraiment pris au jeu. Et donc, ils ont participé à la journée de réflexion sur l'ouvrage. Et donc, ça a donné lieu à de nombreux
nombreuses discussions et parfois des discussions qu'on a continuées. En fait, chaque coordinateur était responsable d'une partie et donc qu'on a continué de façon un peu plus individuelle. Donc, dans chaque partie, après, on a eu des discussions avec à la fois les contributeurs en fait des différents chapitres de chaque partie. Et puis, il y a certains chapitres en rédaction qu'on a dû un peu plus accompagner sur l'écriture, il y avait des personnes qui avaient un peu moins l'habitude d'écrire. Et donc, on a fait cet exercice d'accompagnement à l'écriture pour justement ces chapitres en réaction mobilisent vraiment l'expérience et l'expertise de chacun. Alors, peut-être une ou deux dernières questions pour qu'ensuite on passe à la présentation d'Annie Dussuet et qu'on ait aussi un temps de discussion important. Donc, je lis une question qui pour l'instant a été formulée dans le chat. Y a-t-il eu des personnes concernées dans des champs autres que le handicap qui ont participé à la rédaction de cet ouvrage? Non. Pour la suite. Voilà. Est-ce qu'il y a éventuellement encore une ou deux questions? Je précise qu'il semble y avoir un petit souci sur le module Q&R, questions-réponses. Donc, posez-les plutôt dans conversation. Voilà, tant pis. Parce que j'ai l'impression que je ne vois pas forcément les questions dans Q&R. En tout cas, je n'avais pas vu celle d'Andy tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas plutôt à être dans conversation. Et puis, je relayerai les questions. Et bien, si on est bon sur ce premier volet, vous aurez tout le loisir de toute manière de continuer. Ah, une dernière question, Caroline Fouchard. Vous avez évoqué l'EHPAD, oui. Est-ce qu'il y a une question qui vient avec? Donc, en tout cas, effectivement, on a évoqué l'EHPAD tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des questions, des chapitres, donc pas dans le champ de la personne âgée. La question, en fait, c'est quoi? Je pense que c'est peut-être par rapport, y a-t-il eu des personnes concernées? Après, peut-être que j'ai mal compris la question, mais en fait, c'est dans les chapitres en réaction, il y a eu que des personnes concernées, que, entre guillemets, des personnes concernées dans le champ du handicap, mais peut-être que j'avais mal compris la question. Mais donc, je ne comprends pas très bien la question de Caroline Fouchard. Mais donc, il y a certains chapitres qui traitent en effet des EHPAD et donc du champ de la personne âgée, de la perte d'autonomie. Oui, je pense que la question est celle-ci, c'est-à-dire de se dire, est-ce qu'il y avait des personnes concernées, donc des personnes ou en EHPAD ou des personnes âgées qui ont contribué. Et effectivement, voilà, vous avez répondu que sur le handicap. Oui, tout à fait, Caroline. En fait, c'est-à-dire qu'il y a eu des contributeurs, personnes accompagnées du champ du handicap. Il y a dans les chapitres, des chapitres traitent bien sûr aussi du champ du vieillissement à domicile et en EHPAD. Mais par contre, effectivement, il n'y a pas de contributeurs directs dans l'ouvrage. Il y a uniquement des enquêtes de terrain qui portent sur, mais pas de personnes qui n'ont pas écrit en tant que telles. Voilà, désolée des petits rebondissements, mais je crois qu'on a fini par se comprendre. Et donc, je prends la dernière question et après, on passe du coup à la présentation d'Annie Dussuet. Avez-vous creusé la question du portage institutionnel dans le rapport qu'ont les professionnels avec leurs pratiques? Donc, je pense que c'est-à-dire la question du rapport entre les professionnels et leurs institutions. On l'a pas, quand on l'a abordé, en fait, je pense que la plupart des chapitres l'évoquent. Il n'y a pas un chapitre qui l'évoque de façon spécifique, mais en fait, il y a beaucoup de chapitres qui l'évoquent un peu en creux parce que cette question du portage institutionnel, elle est essentielle, quoi. Bien, merci. Donc, on espère avoir répondu à cette première salle de questions en se disant que de toute manière, vous avez le temps aussi de mûrir vos questions pendant le temps d'intervention d'Annie Dussuet. Et puis, il n'y a aucun problème pour l'écriture dans le chat. C'est évidemment une modalité un peu, voilà, à la fois plus pratique pour prendre des questions, de le faire par écrit, mais évidemment un peu contraignante malgré tout. Donc voilà, on vous remercie déjà de jouer le jeu, de participer par écrit.
je vous propose donc de passer dans un second temps donc sur la présentation un peu plus, voilà, faire un focus un peu plus précis sur les questions de conditions de travail et d'emploi. Donc, dans le champ du vieillissement, cette fois-ci, on est vraiment avec le chapitre d'Annie Dussuet. Alors, Annie, je te laisse lancer le partage d'écran en espérant que nous ne rencontrions pas les mêmes trop de difficultés. Mais j'ai foi. Bon. Ouais. Alors là, c'est bon, on voit l'écran, il ne reste plus qu'à le mettre en mode diaporama et on pourra se lancer. D'accord, c'est bon. Enfin, j'espère. Est-ce que c'est bon là? C'est parfait, moi je vois très bien et je pense que c'est la même chose pour Alors toi. moi je vous vois plus, mais bon, pas très grave, on va faire comme ça. Donc merci beaucoup à Noémie et à Julie pour leur invitation à participer à ce webinaire sur le livre « Interroger le médico-social ». Moi, je suis donc Annie Dussuet, je suis sociologue et j'ai travaillé pour ce chapitre avec 3 collègues qui sont économistes, qui n'ont pas pu être disponibles pour cette séance aujourd'hui, mais que je vais essayer de représenter. Donc François-Xavier de Vetter, qui est à l'université de Lille, mais aussi à l'IRS, à l'Institut de recherche économique et sociale. Laura Nirello, Université de Lille, et Emmanuelle Puissant, qui est enseignante-chercheuse à l'Université de Grenoble. Voilà, donc moi je vais présenter notre chapitre en fait, qui porte sur les conditions de travail et les professions dans le médico-social, et avec cette question de savoir si on n'assiste pas à la fin de ce qu'on appelle le care. Alors, je vais essayer d'abord, j'espère que ça marche, oui. J'espère que ça marche, que vous voyez, parce que je n'ai pas de retour, en fait. Donc, c'est bon, Annie, on voit bien. Ouais, ça défile, voilà. c'est parfait. Donc, la première question, ce que je vais aborder, c'est finalement, qu'est-ce que c'est que le care et pourquoi je pose cette question en introduction au chapitre. Qu'est-ce que le care? Eh bien, on a tout un pan de recherche en sciences sociales qui porte sur le care. Alors, le care, c'est évidemment un mot anglais et ça a été défini par des chercheuses surtout, dans le monde anglo-saxon, en particulier par la philosophe John Tronto, dès 1993, qui dit simplement ceci, c'est une définition au fond très banale. Le care, c'est une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde. Et si on veut essayer de traduire ce que veut dire care en français, eh bien, on a le choix entre soigner, et les traducteurs Google, par exemple, donnent éventuellement soigner, alors que nous préférons, nous chercheurs et chercheuses, nous préférons l'expression prendre soin plutôt que soigner, c'est-à-dire bien en opposant le mot anglais care et le mot anglais cure. Quand on soigne au sens du cure, on espère, l'objectif c'est la guérison. Quand on prend soin des personnes, l'objectif ça n'est pas tant la guérison que le maintien, l'éducation, au fond faire en sorte que la vie soit la meilleure possible pour la personne dont on prend soin, sans pour autant qu'il s'agisse de guérison. Alors ça veut dire que le care, ça n'est pas seulement une éthique, une disposition, une manière de se comporter, mais c'est avant tout un travail. C'est-à-dire que le care se traduit par des gestes indispensables, mais au fond souvent très ordinaires et donc très facilement invisibilisés
et qui pose la question fondamentale de la reconnaissance de ce travail. Donc le care, il est très souvent, je ne vais pas développer pourquoi, mais je pourrais faire, associé aux femmes et naturalisé comme si, au fond, il s'agissait d'une composante innée de la féminité, bien que toutes les recherches montrent que cette disposition au care, elle est complètement socialement construite. Alors, pourquoi je démarre par le care? Parce que quand on réfléchit à ce que c'est que le secteur médico-social, Noémie tout à l'heure a dit que c'était difficile de tracer des frontières, de tracer des limites, mais au fond, on pourrait peut-être dire, enfin en tout cas c'est une proposition que je vous fais ici, que le secteur médico-social, au fond, c'est un secteur emblématique du care. Qu'est-ce qu'on fait dans le secteur médico-social? Eh bien, on prend soin des personnes, qu'il s'agisse de personnes handicapées, qu'il s'agisse de personnes âgées, qu'il s'agisse de jeunes enfants, qu'il s'agisse même de personnes sans vulnérabilité ou difficultés particulières, mais qu'il s'agit d'accompagner à une période de leur vie. Alors, ce qui est caractéristique du secteur médico-social, quand on essaye de le traduire statistiquement, eh bien, c'est que c'est un secteur qui emploie essentiellement des femmes, 82% des femmes dans les métiers du médico-social, des femmes qui aujourd'hui sont plutôt dans la deuxième partie de leur carrière. Il y a 33% de ces personnels dans le médico-social qui ont plus de 50 ans. Et aussi le fait, ce qui est caractéristique, c'est qu'on trouve des statuts de personnel extrêmement différents. Alors, pour ce chapitre, nous avons choisi, j'aurais dû commencer par là, de nous centrer sur le médico-social qui s'adresse aux personnes âgées. Et donc, c'est un secteur donc, qui concerne essentiellement deux types d'institutions. D'une part, les EHPAD, les institutions d'hébergement pour personnes âgées, et plutôt avec des personnes âgées dépendantes, et puis aussi l'aide à domicile, avec un statut des personnels, et ça c'est caractéristique du médico-social, qui est extrêmement différent suivant que les personnels agissent à domicile ou en établissement, pour des tâches qui sont relativement similaires. Quand on regarde du côté des personnes âgées, on voit que en établissement, on a essentiellement des ASH, des AMP, des aides-soignants, des aides-soignantes le plus souvent. Et du côté de l'aide à domicile, eh bien, on a essentiellement celles qu'on peut appeler de façon générique des aides à domicile, même si elles ont effectivement des statuts différents avec des niveaux de qualification, de diplomation et de reconnaissance qui sont un peu différents. Mais ce qui est frappant quand on regarde la situation des personnels du médico-social, c'est le constat d'une mauvaise qualité générale d'emploi, avec des salaires extrêmement faibles. Quand on regarde la médiane, c'est-à-dire le salaire qui partage en deux ceux qui gagnent plus et ceux qui gagnent moins, eh bien, la médiane, c'est le SMIC, ce qui veut dire donc qu'on a des personnes qui sont des personnels qui sont pour la moitié d'entre elles, en dessous du niveau du SMIC. Alors ça s'explique en particulier par le fait, la généralité du temps partiel dans le secteur, qui est un temps partiel non choisi, il faut insister là-dessus, la plupart du temps. Enfin, une dernière caractéristique, mais qui n'est pas la moindre, c'est la sinistralité, comme on dit, du secteur, c'est-à-dire le taux d'accident du travail et de maladies professionnelles, mais là j'ai pris l'indicateur accident du travail,
dans le secteur. On est à 65 accidents du travail par million d'heures travaillées, pour une moyenne pour l'ensemble des salariés qui est seulement de 33 accidents du travail, donc par million d'heures. Donc on voit qu'on est très au-dessus en sinistralité de ce qui existe dans les autres secteurs. Alors, je ne vais pas développer, j'ai mis un tableau là sur lequel je reviendrai éventuellement plus tard, mais ce qu'on peut dire aussi comme caractéristique de ce secteur médico-social, c'est l'ampleur des contraintes temporelles auxquelles s'affrontent les personnels dans ce secteur. Et on voit que là, on a fait un tableau avec différents indicateurs, mais on a choisi de se concentrer de plus en plus sur de mettre le focus progressivement, si vous voulez, en regardant d'abord tous les personnels qui sont classés par l'INSEE comme employés ou ouvriers, donc ici employés EES et ouvrières du secteur tertiaire, l'ensemble des agents, agentes de services hospitaliers, aides-soignantes, aides médico-psychologiques et aides à domicile, c'est-à-dire l'ensemble de ces personnels qui travaillent dans le médico-social, et en distinguant ensuite les établissements médico-sociaux d'hébergement ou sans hébergement, et puis ensuite de faire un focus tout particulier sur l'ensemble des aides à domicile. Et ce qu'on voit, c'est que les contraintes, elles s'accroissent à mesure qu'on va vers le centre du médico-social ou le médico-social à domicile. Voilà. Je ne développerai pas plus, sauf si vous le souhaitez tout à l'heure. Mais ce que je voudrais souligner, et ce que nous avons souligné dans notre chapitre, c'est que ces conditions de travail, elles sont vectrices de crise. Ce sont elles qui provoquent la crise. Alors, la crise que l'on connaît actuellement, et on ne peut pas avoir un article actuellement ou une communication dans les médias sur les EHPAD ou sur l'aide à domicile sans qu'on évoque immédiatement la question de la désaffection de ces métiers. Et cette désaffection, elle s'explique non pas par une image du métier qui serait dégradée, un métier que les gens n'auraient plus envie de faire, donc qui n'attirerait plus personne, mais essentiellement par des conditions de travail de plus en plus dégradées. Alors, ça se manifeste essentiellement, mais ça, ce sont des choses que vous connaissez, je ne vais certainement pas m'y attarder trop. D'une part, par une fragmentation de l'activité. Quand on regarde qu'est-ce que c'est que l'activité de travail, on voit qu'elle est de plus en plus émiettée, que ce soit dans les EHPAD où la division des tâches est certes institutionnalisée depuis longtemps avec une hiérarchie des qualifications de ceux et celles qui interviennent auprès des personnes âgées et résidentes. Mais cette division des tâches, elle s'accroît de plus en plus avec un manque de temps de plus en plus évident pour les effectuer. Et dans l'aide à domicile, alors ça se manifeste un petit peu directement, un petit peu autrement, par un raccourcissement des interventions, puisque là, les aides à domicile, elles vont dans chaque domicile pour faire une intervention qui va être de plus en plus courte. Et donc, tout ça se traduit par une intensification du travail, avec un minutage des interventions qui est de plus en plus encadré par des outils numériques. Je ne développe pas, mais là, je pense que vous connaissez. Et donc, un manque de temps pour faire un bon travail. Et ça débouche sur quelque chose qui nous paraît tout à fait essentiel, qui est un dilemme éthique, au fond, dans lequel se trouvent placés tous ces personnels, et qui est est-ce que je prends du temps pour faire
du bon travail, pour faire du travail comme j'estime qu'il faut le faire, pour ne pas malmener les personnes. Et dans ce cas, je vais travailler en plus, je vais travailler gratuitement, parce que je vais dépasser le temps de travail qui m'est accordé, qui m'est payé, ou bien est-ce que je fais mal mon travail? Et donc, nous pensons que c'est vraiment là que s'origine la crise actuelle de ces métiers qui sont des métiers du care, du prendre soin, encore une fois où il ne s'agit pas de guérir, mais où il s'agit ici de maintenir l'autonomie des personnes donc, qui sont accompagnées. Alors, si on essaye de comprendre pourquoi ces conditions de travail sont aussi mauvaises, eh bien, on est obligé de s'intéresser aux politiques publiques qui encadrent ces activités. Et ce qu'on peut observer, et ça, ce sont vraiment nos recherches de terrain, depuis, je ne l'ai pas dit, mais avec mes 3 co-auteurs, nous travaillons sur le terrain du travail auprès des personnes âgées depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Ce qu'on observe, c'est un mouvement d'industrialisation du secteur qui est poussé par les politiques publiques. Alors, mouvement d'industrialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire la recherche d'une standardisation des procédés, c'est-à-dire qu'on essaye de rationaliser le travail en le décrivant préalablement grâce à des dispositifs, des indicateurs, des instruments qui essayent de mesurer la productivité du travail afin d'aboutir à un accroissement de la performance, des résultats, et tout en essayant de mesurer la qualité des réalisations. Tout ce mouvement d'industrialisation, il a abouti à ce qu'on observe aujourd'hui, ce qu'on trouve vraiment dans nos recherches de terrain, c'est un brouillage des frontières et de l'identité du médico-social. Alors, ça se manifeste dans l'aide à domicile et les EHPAD par deux choses différentes, par 2 tendances différentes. Dans l'aide à domicile, le brouillage des frontières, il est entre le médico-social et le domestique. Je vais développer tout de suite. Et dans les EHPAD, c'est un peu différent. C'est la question de la médicalisation qui est posée et qui produit ce brouillage. Alors, dans l'aide à domicile, une question essentielle est celle de la définition du métier. Qu'est-ce que c'est que être aide à domicile? Qu'est-ce que c'est que accompagner des personnes âgées à leur domicile? Et au fond, il y a 2 définitions possibles du métier. Une définition qui s'intéresse essentiellement au lieu de l'activité et aux tâches qui y sont réalisées. Dans ce cas, on est dans le monde domestique, c'est-à-dire dans le monde du logement, du foyer, de l'espace privé des personnes donc, qui vivent à leur domicile. Et ce qu'on observe dans ce monde domestique, c'est une très faible reconnaissance des savoirs et des savoir-faire qui y sont mis en œuvre. Pourquoi? Eh bien, on peut penser, et on peut faire cette hypothèse qui me paraît tout à fait vraisemblable, qu'il y a dans les gestes et les activités qui sont réalisées dans le domicile, mais des choses qui sont extrêmement proches de ce qui est fait habituellement de façon non rémunérée, de façon non reconnue le plus souvent par des femmes. Là encore, le plus souvent, ça peut aussi, et c'est aussi parfois des hommes, pour leurs proches. C'est-à-dire qu'il y a là une sorte de brouillage de frontières entre ce qui est de l'ordre du professionnel
et ce qui est de l'ordre de l'informel, de l'aide au fond que certains considèrent comme innée des proches pour leurs parents, pour leurs conjoints, pour ceux à qui ils sont liés par des liens qui sont des liens essentiellement affectifs, d'amour, essentiellement. Ça, c'est une première définition du métier. Une autre définition qui nous paraît devoir être celle du médico-social, c'est par l'effet attendu, ce qu'on définit comme étant un travail médico-social, eh bien, c'est un travail qui va aboutir à préserver l'autonomie, au fond, quels qu'en soient les moyens, c'est-à-dire quelles que soient les tâches qu'il s'agisse de faire pour préserver cette autonomie. Ça peut être des choses extrêmement complexes, extrêmement instrumentées, du type faire des soins médicaux extrêmement poussés, mais ça peut être aussi tout simplement changer les draps du lit de manière que la personne puisse se coucher, se reposer dans un environnement qui soit agréable et sain. Donc, au fond, ça, c'est la définition du care. Et au fond, il nous semble que si on définit le métier par cet effet attendu, qui est un effet d'accompagnement, de préservation de l'autonomie pour la personne qui est accompagnée, alors beaucoup de métiers participent à cet accompagnement et devraient avoir une reconnaissance à la hauteur de cet objectif dont on nous dit par ailleurs que c'est un objectif essentiel. Or, si on regarde les politiques publiques qui ont affecté le secteur de l'aide à domicile depuis, on peut dire, depuis la fin des années 80, la fin des années 80, eh bien, ce qui est caractéristique, c'est que ce sont des politiques extrêmement contradictoires, avec un ballottement du secteur entre médico-social et domestique. Je n'en donnerai que deux exemples, enfin qu'un exemple. C'est au début des années 2000, la loi du 2 janvier 2002, loi de rénovation du secteur social et médico-social, qui inclut l'aide à domicile dans son périmètre et qui prévoit donc un certain nombre de mesures pour encadrer l'activité de ce secteur. En particulier, le fait qu'on ne puisse pas employer n'importe qui dans ce secteur pour intervenir, donc des exigences minimum en termes de formation, de qualification. Mais en même temps, quelques années plus tard, on a le plan Borloo en 2005, donc qui est, lui, un plan de développement des services à la personne. C'est ainsi que les choses sont dites. Et ces services à la personne, eh bien, ils peuvent être effectués par n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Et ça va donner lieu, effectivement, à une désagrégation, je ne sais pas comment dire ça, une démolition, j'irais presque jusqu'à dire, du secteur médico-social de l'aide à domicile, du secteur de l'aide à domicile en tant que secteur médico-social. Donc, ça pourrait sembler de peu d'importance, mais ça se traduit de façon extrêmement concrète au niveau des financements. C'est-à-dire que si on considère que les tâches de l'aide à domicile sont essentiellement des tâches domestiques,
Ce sont les tâches qu'il faut faire, voilà, que font au fond la plupart des femmes, la plupart du temps les femmes, pour leurs proches dans leur propre foyer. Alors, on va réduire le financement aux tâches qui sont visibles, à des tâches qui sont perceptibles, que l'on peut identifier et que l'on peut compter, que l'on peut mesurer. Et ça va se traduire par l'exclusion, de façon très, très concrète, par l'exclusion en particulier dans les plans d'aide qui sont élaborés pour les personnes âgées à domicile ou lorsqu'elles sont à leur domicile, pardon, et qui reçoivent l'APA, l'allocation personnalisée pour l'autonomie. Ça va se traduire donc par des plans d'aide qui excluent les temps relationnels et qui excluent également les temps collectifs passés par les aides à domicile hors intervention. Donc ça va avoir pour effet de faire pencher la balance, si j'ose dire, ou de brouiller la frontière avec le domestique. Si j'en viens maintenant aux EHPAD, dans les EHPAD, la frontière, elle est vraiment brouillée à travers une médicalisation qui est non assumée. Alors, je voudrais dire très rapidement que je ne suis pas la spécialiste des EHPAD dans les pics, dans l'équipe. C'est plutôt Laura Nirello, qui n'a pas pu être là ce matin, qui est vraiment la spécialiste des EHPAD. Mais on a écrit quand même les choses ensemble, donc je vais essayer de résumer ce qu'elle a écrit et ce qu'elle a observé dans ses travaux de recherche de terrain. Ce qu'on trouve, c'est que dès la création des EHPAD, donc des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, création qui a lieu en 1997, donc qui est ancienne maintenant, on se situe entre les EHPAD. Ce sont des établissements qui sont entre le sanitaire et le social. C'est-à-dire, il y a un non-choix, en quelque sorte, entre est-ce que c'est des établissements sanitaires ou est-ce que c'est simplement des établissements, est-ce que ce sont des établissements qui ont une vocation sociale? Au fond, ce sont des établissements qui ont été créés pour remplacer les unités de soins de longue durée, donc dans les établissements hospitaliers, qu'on considérait comme coûtant trop cher, pour les remplacer par des EHPAD, avec cette idée aussi que les EHPAD seraient des lieux de vie et pas simplement des lieux de soins, comme l'étaient les USL. Mais il s'agissait aussi de remplacer les maisons de retraite. Les EHPAD sont venus remplacer les maisons de retraite qui, elles, avaient plutôt une vocation d'ordre social. Et donc, la caractéristique des EHPAD, c'est d'avoir la présence de personnel médical et paramédical, mais une présence ponctuelle. Donc, ce ne sont pas des établissements médicaux. Ce sont donc des établissements médico-sociaux. Et cette double appartenance, elle est en particulier, elle se voit en particulier à travers les autorités de régulation de ces EHPAD, qui sont à la fois les ARS et les conseils des départements. Les ARS pour la partie soins et les conseils départementaux pour la partie dite dépendance, mais qui en fait concernerait a priori une partie qui ne serait pas du soin. Et là, il y a quelque chose qui est non dit, qui est peu clair et qui fait un brouillage de frontières donc entre le médical et le médico-social. Donc, ce qu'on observe depuis cette création, donc il y a plus de 25 ans aujourd'hui, c'est un changement de profil des résidents.
en particulier, on voit que les EHPAD d'aujourd'hui, par le profil de leurs résidents, sont au fond très proches des unités de soins de longue durée du milieu hospitalier, mais sans l'encadrement nécessaire, c'est-à-dire qu'on n'y trouve pas le même taux d'encadrement en personnel soignant que dans les USLD. Et deuxième chose, donc ce qui nous fait dire qu'on peut parler d'une médicalisation, mais sans moyens. Et cette médicalisation sans moyens, elle empêche le care, elle empêche le prendre soin. En effet, il y a un financement séparé du soin et du prendre soin. Donc, c'est complètement contradictoire avec l'approche globale qui est prônée par le care et qui est prônée de façon générale par tous les observateurs et toutes les parties prenantes du secteur médico-social. Donc, en conclusion, je ne voudrais pas être trop longue, ce qu'on peut dire, c'est que la rationalisation industrielle des activités auprès des personnes âgées en perte d'autonomie qu'on a pu observer effectivement, d'une part, elle est portée par les politiques publiques et que ce soit en établissement ou à domicile. C'est-à-dire qu'on observe le même mouvement de rationalisation industrielle dans les deux types de prise en soin des personnes âgées. Et peut-être allez-vous me le dire ici, mais les quelques observations que nous avons pu faire par ailleurs, enfin que certains d'entre nous ont pu faire dans le secteur du handicap en particulier, c'est qu'on observe des choses qui sont assez similaires. Ici, on peut dire que au fond, il y a une méconnaissance de la logique spécifique au médico-social, c'est-à-dire une logique qui n'est ni domestique ni sanitaire. Ça n'est pas à mi-chemin entre les deux, mais c'est bien ni l'un ni l'autre, et elle est centrée sur une approche de care, mais qui ici est empêchée d'être mise en œuvre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup Annie, c'était très clair et tout à fait dans le respect du temps imparti. Je vais reprendre une première réaction de Solange Bonnard, qui effectivement qui n'est pas une question, mais plutôt une réaction pour prolonger ce que tu as indiqué, Annie, en indiquant le care ou le prendre soin n'est pas qu'une question médicale. Et le passage de maison de retraite à EHPAD s'est fait dans la tension entre le social et le médical, hein, donc pour bien appuyer ce qui était dit, et qu'effectivement, cette tension dure toujours entre le social et le médical. Et ce que je trouvais intéressant dans ton propos à la fin, Annie, et qui va bien dans le sens de cette intervention, c'est qu'effectivement, c'est une tension et qu'effectivement, finalement, il y a une spécificité au médico-social qui ne se situe pas dans un milieu où on pourrait dire bah, c'est un peu du médical, c'est un peu du social, mais plutôt de se dire effectivement, il y a peut-être une spécificité à la fois du travail qui est réalisé et donc de la reconnaissance qui doit y être associée. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, réactions, temps de digérer un petit peu tous les éléments d'information qui ont été donnés. Alors, ouais, Annie, je pense que tu peux arrêter le partage de ton écran. Ah, ok. Ça y est? Alors, ouais, c'est bon. Je le redis pour les personnes qui seraient en train d'écrire dans la partie Q et R, questions-réponses. J'ai l'impression que ça ne s'affiche pas tout à fait bien et donc j'arrive pas pour l'instant à les lire. Donc, si vous les avez posés dans cette partie-là, n'hésitez pas à le reposer dans conversation. Je suis désolée, est-ce que j'arrive pas à y accéder pour ma part?
Moi, j'avais une première question en attendant, peut-être que je crois qu'il y a des questions dans questions-réponses, mais en attendant peut-être le transfert. Euh, Moi, j'avais bien envie, mais peut-être que dans l'assistance, c'est plus connu, d'avoir quelques éléments sur effectivement ces outils numériques que tu as évoqués rapidement, Annie, comme éléments qui viennent renforcer un peu l'intensification du travail, ou en tout cas cette forme d'industrialisation. Et alors, je vois donc si on a le temps, on va prendre ma question. Et entre-temps, je vois que Patricia Corbel pose une question par rapport aux décideurs politiques et à ce qu'il y a effectivement euh, des évolutions. J'imagine que la question des en disent quoi? J'imagine que la question c'est est-ce que aujourd'hui dans les orientations qui sont prises, on voit une évolution vers l'une ou l'autre des dynamiques que tu as évoquées. Je voudrais compléter peut-être cette question avec dans la dimension un peu médico-sociale des régulations politiques, il y a une dimension aussi formation qui est évoquée dans le chapitre, puisqu'effectivement, on l'évoque aussi avec Noémie en introduction, il y a des diplômes d'État qui ont été construits, donc anciennement AMP, désormais aussi donc avec un diplôme qui est fusionné. Moi, je me demandais aussi si du coup, dans ces régulations publiques, on voyait des effets de forme de reconnaissance ou on commençait à avoir des formes de trajectoires professionnelles ascendantes, parce que tu évoquais qu'effectivement, c'est des personnels qui sont plutôt âgés, donc plutôt en deuxième partie de carrière, donc peut-être qui n'ont pas construit de carrière dans le secteur de l'aide à domicile. Est-ce qu'avec ces diplômes d'État, on voit un peu quelque chose qui arrive comme ça ou pas? Alors, il y a deux questions, je crois. La première question sur les décideurs politiques, ils en disent quoi? Ils font beaucoup de discours. Et en particulier, on a eu, ça c'est quand même assez significatif, il y a eu une réitération de la promesse d'une grande loi sur l'autonomie qui ne s'est pas faite et qui n'a jamais vu le jour, et je pense que c'est vraiment définitivement enterré. Voilà. Alors, certes, il y a eu quand même un élément qui peut apparaître positif avec la création de la CNSA et du 5e risque, c'est-à-dire du fait qu'il y a désormais une branche de la sécurité sociale qui est censée assurer le financement de l'accompagnement dans le domaine de la perte d'autonomie des personnes âgées. Donc. Mais sauf que il n'y a pas le financement. C'est-à-dire, il y a la 5e branche, elle est créée, mais il n'y a pas le financement qui va avec. C'est-à-dire qu'on n'a pas prévu tout simplement. Alors, il y a eu il n'y a pour l'instant que le lundi de Pentecôte, enfin ces bricoles qui ont été mises pour financer cette 5e branche, et c'est complètement insuffisant, effectivement. Donc, voilà, moi je dirais là, ça explique pourquoi les politiques, ce qu'ils en disent, c'est il faut faire mieux. Il faut faire mieux. Il faut donc être plus efficace, plus performant. C'est ça que ça veut dire. Et plus efficace, plus performant, comment on va faire? Par exemple, on va mettre de l'informatique. On va mettre du numérique là, parce que si on rationalise la manière dont on intervient auprès des personnes, voilà. Et c'est donc un approfondissement, au fond, de la logique de rationalisation industrielle qui est proposée. Et à aucun moment, on ne dit que c'est la question du temps qui est en jeu. J'avais mis le petit tableau qu'on avait fait là sur les contraintes temporelles parce qu'il me paraît significatif, mais peut-être le plus significatif, c'est les verbatims, les extraits d'entretiens qu'on a pu avoir avec les personnes dans les secteurs concernés, parce que on voit bien que c'est cette question du temps qui est fondamentale. Il faudrait pouvoir, au fond, si on voulait vraiment faire du care auprès des personnes, il faudrait vraiment pouvoir perdre son temps. Alors, on va pas vers ça. Il faudrait pouvoir perdre son temps, c'est-à-dire prendre un café, voilà, discuter, avoir du temps pour ça. Parce qu'au fond, ça, c'est sans doute essentiel.
Mais voilà, c'est pas... Voilà. Donc ça, c'est sur les politiques. Sur la question de la formation, alors ça, enfin, c'est un serpent de mer, ça. Parce que la question de la formation, on a tout le temps l'impression que ça y est, on s'y attaque, c'est bon. Exemple, la création du diplôme pour l'aide à domicile, du diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale. Donc ça, c'est 2002. Donc, en même temps d'ailleurs que la loi 2002 de rénovation de l'action sociale et de l'action médico-sociale. Et, et, et voilà, et ça n'a rien changé. Pourquoi ça n'a rien changé? Enfin, ça n'a rien changé. Si, il y a eu effectivement des améliorations. Il y a eu des personnes qui ont été mieux reconnues, il y a eu une formation plus importante, et ça, non, j'exagère. Il faut pas revenir là-dessus, mais 3 ans après, on est revenu là-dessus avec cette idée qu'on pouvait envoyer n'importe qui, du moment que voilà, c'était des personnes qui allaient à domicile voilà, et qu'elles étaient de bonne volonté. Bah non, voilà. Et on en est toujours là. On en est toujours là parce que même avec tout ce qui a été avancé ces dernières années, la question de la barrière du diplôme ou de la formation, hein, c'est pas forcément le diplôme en tant que tel, mais c'est vraiment la question de la formation, comme barrière à l'entrée dans le métier, ça c'est quelque chose qui n'est toujours pas acté. Et qui est d'autant moins acté qu'actuellement les secteurs, parce que moi je suis plutôt spécialiste de l'aide à domicile, mais je crois que c'est vraiment la même chose du côté des EHPAD. J'ai aussi été un peu enquêtée du côté des EHPAD, et je pense que dans les deux domaines, il y a une crise du recrutement actuellement. C'est-à-dire que et quand il y a une crise de recrutement, on se dit, il suffit de baisser l'exigence en termes de diplôme. Comme ça, on va pouvoir accueillir tout le monde et puis voilà, on aura des gens. Ben non, ça ne fonctionne pas parce que les gens ne tiennent pas. Ça, enfin, les personnes sans diplôme qui sont recrutées, elles font 3 semaines et encore, au bout d'une semaine, elles se barrent, quoi, parce que les conditions de travail sont trop mauvaises. Donc, bon. Merci, Annie. Oui. Pardon, je t'ai coupé. Je rebondissais juste qu'il y a une remarque qui fait bien écho sur ces questions de formation de Marie-Laure, qui dit, elle complète en disant, j'ai l'impression que nous sommes dans une déqualification des métiers, puisque la formation d'AMP était au début de 18 mois, c'est passé à 12 mois, et aujourd'hui avec AES, nous sommes à moins de 10 mois, alors que le public accueilli est de plus en plus complexe dans le milieu du handicap, avec des troubles associés à la déficience intellectuelle qui sont de plus en plus importants. Tout à fait. Donc ça, c'était une réaction. Tout à fait. Et enfin, ce qu'il faut ajouter encore en plus, parce que là, c'est dans le domaine du handicap, je pense que la personne travaille dans ce domaine, mais dans le domaine des personnes âgées, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on regarde le domicile, à domicile, maintenant, on a des personnes qui sont de plus en plus dépendantes. Et c'est la tendance, puisque l'idée, c'est il faut maintenir à domicile. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, voilà, il y a consensus. Il vaut mieux être à son propre domicile plutôt qu'en EHPAD. Bon, ok, mais pas à n'importe quelle condition et pas avec n'importe quel accompagnement. Et là, l'accompagnement, il est vraiment insuffisant. Et bon, voilà. Alors, il y a beaucoup de réactions dans la conversation. Je vais essayer d'en synthétiser et puis de donner aussi les quelques questions qui vont avec. Donc, il y a des réactions d'abord sur la question aussi de l'intensification et de l'industrialisation, avec des questions qui demandent d'une part, est-ce que cette industrialisation, elle se retrouve aussi gravement dans le champ du handicap? Alors, le chapitre ne traite pas tout à fait de ça, mais peut-être que tu as quelques éléments d'autres contributeurs. Bon, je la pose quand même. Toujours cette question de l'industrialisation, là aussi, la question est de demander si, hors EHPAD des soins à domicile, est-ce que vous êtes intéressé aussi là, au champ des IME? Donc, voilà, toujours cette
cette question un peu du parallèle entre vieillissement et handicap, et avec la question de se dire, est-ce que on peut parler, au vu de la fragmentation, d'une forme d'activité qui serait empêchée? Voilà. Donc, je pense que oui. Ouais, je finis par je commence par la fin, mais je reviendrai après. Activité empêchée, oui, enfin, travail empêché, ça c'est une expression de, si je ne me trompe, de Yves Clos, donc, qui est psychologue du travail et dont on a beaucoup, qui nous a beaucoup fait réfléchir sur nos résultats de terrain. Et oui, on a vraiment l'impression que ça, c'est cette manière de rationaliser le travail, ce type de rationalisation du travail, parce qu'après tout, il pourrait y avoir d'autres modes de rationalisation du travail, mais une rationalisation industrielle du travail, oui, elle débouche sur la perte de sens du travail et sur on pourrait presque dire techniquement, sur l'empêchement du care. Ça nous paraît vraiment, oui, tout à fait juste. Alors, est-ce que c'est pareil dans les autres champs du médico-social, en particulier dans le champ du handicap? Nous, on n'a pas travaillé sur les IME, donc je ne vais pas répondre sur les IME, mais alors je dis nous, on n'a pas travaillé, mais je suis en train de me dire que si Emmanuel travaille depuis l'écriture de l'article, donc c'est pas intégré dans l'article. Emmanuelle Puissant, ses derniers terrains de recherche, c'est sur le champ du handicap. Et pour ce que j'en connais, parce que j'ai participé à quelques séminaires avec des échanges où il y avait des chercheurs et des professionnels travaillant dans le secteur du handicap, on observe quand même à peu près les mêmes tendances, en particulier avec des outils numériques qui sont... Bon, enfin, voilà. Alors, je crois que c'est corroboré par une des participantes qui, effectivement, dans la conversation, indique qu'elle voit, elle, beaucoup de parallèles avec ce qui se passe dans le secteur des handicaps par rapport à la réglementation sur la tarification à l'acte, qui vient là aussi valoriser donc le faire, les activités visibles dans le milieu du handicap, notamment auprès des enfants, et où on sait bien que du coup les moments de relation sont très importants et que les temps collectifs aussi pour penser l'action sont essentiels pour maintenir des conditions de travail, etc. Donc on commence à avoir une bribe de réponse avec Anna Patricio, et donc on peut recommander peut-être d'aller voir si les travaux d'Emmanuelle Puissant, les travaux donc les plus récents, qui est donc économiste et qui a continué j'ai pas en à tête travailler. Je ne sais pas si elle a publié beaucoup encore, parce que c'est vraiment récent. Donc, mais éventuellement, je ferai passer si je vais lui demander après. Alors, d'autres réactions, Marie-Elisabeth Cosson qui indique que des professionnels rencontrés sur les terrains résistent et prennent le temps de bien faire le travail, mais à quel prix? Un dépassement de la durée du travail, coût symbolique négatif au sein du collectif de travail. Certains demandent aussi effectivement, alors une question un peu précise aussi sur la question des GIR, des GIR 5 et 6. Oui, ça, je veux bien répondre sur les GIR 5 et 6. Alors, complètement d'accord avec cette idée que les GIR 5 et 6, on tend... Alors, je ne sais pas si... Les GIR 5 et 6, je dis rapidement pour ceux et celles qui ne sauraient pas, les GIR, c'est des manières de classer les personnes âgées suivant leur degré de dépendance. Donc, les GIR 1, 2, 3, 4... les GIR 1, c'est les plus dépendants, c'est vraiment des personnes en général grabataires qui n'ont vraiment presque plus aucune autonomie, au moins physique. Et les GIR 6, 5 et a fortiori 6, c'est les personnes qui qui sont empêchés pour certaines activités, mais qui gardent néanmoins une autonomie importante. Et donc, dans la loi qui a instauré l'APA, l'allocation personnalisée pour l'autonomie, elle a réservé cette allocation aux personnes qui sont classées de 1 à 4. Donc, ça veut dire
les personnes qui sont classées 5 et 6, elles ne sont pas prises en charge par l'APA, elles ne peuvent pas bénéficier de l'allocation. Donc, on leur conseille, quand il y a une évaluation en 5 et 6, de se retourner vers leur caisse. Alors, je ne sais plus comment c'était dit, vers leur caisse de retraite, qui en principe devrait financer une aide ménagère à domicile. Alors ça, les prestations d'aide ménagère, c'est très ancien, mais ça devrait normalement continuer. Mais il semble que ce soit de plus en plus difficile à obtenir, effectivement. Et le problème, c'est effectivement que enfin, encore une fois, si on fait du care, la question du care, c'est celle de préserver l'autonomie, c'est-à-dire c'est une démarche de prévention, le care, en soi. Et donc, ne pas intervenir auprès des personnes classées 5 et 6, bah, c'est effectivement avoir enfin oui, tout à fait, c'est même je dirais à la limite, pourquoi ne sont-elles pas prises en compte par l'allocation personnalisée pour l'autonomie? Mais vous avez la réponse, c'est pas la peine que je la donne, c'est parce qu'il n'y a pas de financement, voilà. Et donc, qu'est-ce que c'était l'autre question? Alors, je réagis juste sur le GIR parce que du coup, on a à l'instant une réaction de Caroline Frouchard qui nous indique que le département 35, donc d'Ille-et-Vilaine, a un conventionnement avec la CARSAT et la MSA pour prendre en charge les GIR 5 et 6. Donc, on peut imaginer qu'il y a aussi du coup des différenciations territoriales peut-être en fonction des départements dans la prise en charge. Ça c'est un autre problème alors qui porte vraiment sur tout ce secteur médico-social, c'est l'incertitude sur quelle est l'autorité de régulation. Et alors pour l'aide à domicile, c'est le département. Il n'y a pas d'intervention de l'ARS, mais et effectivement, il y a des différences suivant les départements. Il y a des départements qui mettent tout sur l'allocation personnalisée pour l'autonomie. Enfin, voilà, il y a des politiques départementales aussi, même si, en principe, ces politiques départementales, elles sont encadrées par la loi. Donc, il y a une loi nationale. L'APA, c'est une loi c'est une obligation, c'est une obligation légale. Mais après, il y a des marges de manœuvre pour autant que les départements aient des budgets suffisants. Et je vois, il y avait une question sur les heures d'accompagnement. Oui, je voulais réagir là-dessus parce que ça, c'est quelque chose qui date. Non, je sais plus. Je sais plus quand ça a été institué, mais je crois que c'est 2024 ou 2023, je sais plus, sur le fait qu'il pouvait y avoir des heures d'accompagnement social qui soient justement alors les heures où on pourrait perdre son temps, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire des heures où on pourrait emmener la personne se promener, faire des tâches qui seraient au gré, au fond, de la personne et de son accompagnant. Bon, sauf que la plupart du temps, alors je ne sais pas pour l'Ille-et-Vilaine, hein, je ne suis pas dans ce département, donc je ne sais pas, mais dans beaucoup de départements, ça n'est pas mis en place, tout simplement pour des raisons budgétaires. C'est-à-dire que le raisonnement, il est, et on peut le comprendre, hein, il faut absolument faire ce qui est absolument indispensable. Donc, il faut prioriser. Et quand on n'a pas de personnel, quand on n'a pas de financement, mais en plus, même quand il y a des financements qui sont débloqués, quand il n'y a pas de personnel, parce que les structures, elles manquent de personnel pour intervenir, ben on restreint les heures et on distribue un peu à chacun et voilà. Donc actuellement, on en est là. Dans l'aide à domicile, l'aide à domicile actuellement est en crise et le care, enfin bon, voilà, je dirais, il est vraiment empêché là pour le coup. Parce que oui, c'était une initiative vraiment tout à fait intéressante. À la fois, je dirais,
ces heures d'accompagnement social, là, personnalisées, c'est vraiment une initiative intéressante qui va tout à fait dans le sens de ce que nous, on préconiserait si on nous demandait notre avis. C'est pour deux raisons, à la fois pour des raisons de prévention, comme on disait tout à l'heure, mais aussi pour les aides à domicile elles-mêmes. Parce qu'au fond, quand on fait que du ménage ou des heures de toilette ou d'aide à la toilette, bon, précaution sémantique, auprès des personnes âgées, à la chaîne, ben, ça va plus, quoi. C'est pas possible. Donc, aérer en quelque sorte le travail des aides à domicile, ben voilà, c'est nécessaire. Donc ces heures-là, elles sont nécessaires aussi pour les aides à domicile, pour elles-mêmes, en termes de prévention, on pourrait dire, pour leur santé au travail. Je pense que c'est un élément qui est effectivement très important d'avoir ces deux éléments-là, c'est-à-dire de se dire effectivement, de tenir les deux bouts, on va dire, à la fois des personnes accompagnées, des personnes vieillissantes, mais aussi effectivement des professionnels qui interviennent, et de pas avoir uniquement effectivement cet enjeu moral de il faut bien s'occuper des personnes âgées, en effet, mais il faut aussi que les personnes qui s'en occupent puissent le faire dans des bonnes conditions. Alors, quelques questions sur les questions de care, justement, Ouais, et après, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'il est 54. Alors, il y avait d'abord un certain temps une première question qui était sur un peu demander finalement si la question de la numérisation aurait pas pu être une façon peut-être de gagner un peu de temps pour le travail de care, en enlevant un peu du temps de travail administratif, j'imagine, de ce que je comprends. Et puis ensuite, il y a donc plusieurs réactions sur, d'une part, l'idée que le care n'est pas compatible avec la performance, et donc comment abolir cette toute-puissance de la performance au sein de nos politiques publiques et plus largement de notre société capitaliste. Sujet hautement politique, en effet. Sophie Plouinec qui fait un parallèle avec le taylorisme. Et donc, c'est effectivement, en tout cas, l'enjeu aussi et le parti pris d'avoir aussi aujourd'hui axé la question sur les conditions de travail, hein, c'était évidemment pour pouvoir se dire que le care, et tu l'as rappelé, Annie, au tout début de ton intervention, ce n'est pas uniquement une question morale et éthique, hein, comme on a tendance parfois uniquement à le penser, mais vraiment une question de travail et de conditions pour exercer ce travail de care. Et il y avait une autre réaction qui soulignait la démarche Socle Care, alors que je ne connais pas personnellement, mais peut-être Annie, tu connais, Alban, qui indique la démarche Socle Care et son regard sur la notion d'informel aide à conceptualiser le care en prenant en compte ce qui précède et ce qui suit l'acte. Alors, bon, peut-être une piste à suivre parce qu'effectivement, je ne connais pas cette démarche. Ouais. Non, je ne connais pas non plus pour Socle Care. Mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il y a énormément de démarches qui sont conceptualisées, qui sont intéressantes, mais la question reste de savoir comment on fait rentrer ça dans des temps contraints, quoi. Enfin, bon, je ne sais pas si c'est possible. Voilà. Sur le numérique, quand même. Alors, on a beaucoup réfléchi sur le numérique, en particulier avec Emmanuel et Laura. Parce que ça nous tarabustait cette histoire de numérique. Enfin bon, voilà. Moi, je pense que c'est vraiment une question importante. Parce qu'on nous la ressort tout le temps en plus, en disant mais voilà, gagner du temps avec le numérique. Et je pense qu'effectivement, on pourrait gagner du temps avec du numérique, mais ça dépend pourquoi. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors, par exemple, on a regardé l'utilisation, ça c'est quelque chose qu'on a fait il y a déjà quelque temps, mais on avait regardé l'utilisation des smartphones par les aides à domicile. Et puis, Laura, elle regardait l'utilisation des tablettes dans les EHPAD. Et ce qu'on voit, c'est que oui, ça peut gagner du temps, mais à condition que, comment dire, que les logiciels, enfin que les outils numériques
soit pensée par les personnels, on pourrait dire par les personnels elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles aient la main sur la conception de ces outils numériques. Et ça, je pense que c'est quand même une idée intéressante. Après moi, je dirais, il ne faut pas rêver là. On ne va pas supprimer des tâches qui prennent du temps. Et s'il s'agit de faire que les interactions passent par le numérique, alors là, mais ça, c'est une réflexion toute personnelle. Moi, je pense que là, c'est pas la bonne voie. Mais bon, en tout cas, voilà, le numérique, je pense que ça peut être une très bonne chose. Et il y a déjà, par rapport aux tâches administratives, on a vu quand même dans un certain nombre d'associations d'aide à domicile où on a été, comment ça a pu être utilisé pour alors, rationaliser, je me méfie un peu du terme, mais pour mieux organiser les plannings des aides à domicile, parce qu'il y a des contraintes énormes dans l'organisation de ces plannings en termes de déplacement. Alors ça intéresse la géographe Noémie, je pense, parce que bon, suivant, voilà, c'est l'espace là qui intervient, et c'est, enfin là, il y a sans doute quelque chose à faire par le numérique, et il y a effectivement du temps peut-être à gagner. Sauf que il ne faut pas croire qu'il va y avoir un logiciel lambda qui va organiser super bien tous les plannings comme ça. Après, ça permet d'éviter peut-être des feuilles de recopier, des feuilles de temps d'intervention, etc. Donc, il y a sans doute une utilisation du numérique qui serait intéressante. Ouais. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces éléments. Il est midi pile. Alors, et donc juste une dernière information, il y a dans la conversation un lien vers un article qui est aussi qui nous est relié comme intéressant à propos, un article de la revue Terrain et Travaux. Oui, qui effectivement... et c'est un article, enfin alors je ne sais pas si c'est son article, parce que c'est une doctorante, Louise-Marie Defer, et donc voilà, bonjour au passage, et donc oui, il y a des travaux qui ont été publiés sur, voilà, bon, il y a plein de choses qu'on peut remettre. Eh Voilà. bien, on peut conserver du coup cette référence. Je vous invite à la consulter si vous souhaitez. Je lis juste la précision d'Allemand sur la démarche Soclecaire et après Ah oui. on va clôturer cette séance qui nous précise que cette démarche, elle valorise la notion d'informel dans les actes infirmiers, notamment en psychiatrie, pour mettre en lumière et rendre visible l'invisible et le non formalisé dans le quotidien des soignants. Et donc, ça formalise 139 fonctions de soins informels, micro-actes, attention, micro-intervention. Et voilà, donc cette démarche, elle fait de l'informel un pilier central de la réflexion et de l'amélioration des pratiques soignantes. Donc, peut-être des choses qui peuvent servir de réflexion. D'accord. Merci. Et donc, Alban, qui est donc moniteur éducateur en pension de famille. Merci beaucoup à Alban pour ces précisions. Et puis, merci à tous et toutes pour avoir suivi ce webinaire si nombreux, avoir participé par vos ajouts, vos précisions, vos questions à le faire vivre. Merci à Annie Dussuet et Noémie Rapegno pour leur présentation. Vous trouverez comme d'habitude dans quelques temps, voilà, quelques jours, le replay de ce webinaire en ligne sur le site du CRTS. Et puis donc, on vous tient au courant de la suite. Merci beaucoup à toutes et à tous, et puis très bonne journée. Merci.